Moi, mon fils, je l'ai ressenti tout le temps, depuis le début. Je savais que ça allait pas depuis le début. J'ai alarmé et on m'a pas écouté. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et moi, j'arrive pas à dormir. Il y a une attaque cardiaque qui arrive, le bip qui arrive, qui bip tout le temps. Je rappelle parce que je sens qu'il va pas bien et je dis à l'infirmière, mais écoutez, ça va pas. Puis elle me dit, mais pourquoi vous dites que ça va pas? Il y a le bip là qui arrête pas de sonner. C'est quoi ce bip? Puis elle me dit, mais c'est parce qu'il a le cœur qui palpite un peu, mais c'est pas grave. Mais je vois bien qu'il va pas bien. Et elle me dit, bah, il va pas bien parce qu'il est malade, c'est normal. Vous feriez quoi, vous, à ma place, à 24 ans, quand on vous rassure comme ça? J'ai amené mon fils pour un rhume. C'est l'impensable. On peut pas imaginer à ce moment-là qu'on nous annonce que notre enfant, il est en train de mourir. Ça fait maintenant 18 ans que ma plus grande puissance, c'est lui. C'est ma plus grande force. C'est celui qui me permet de me révéler, de me réveiller et de me battre chaque jour de ma vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de personnes connaissent un peu l'histoire de Morgane via la médiatisation qu'elle a pu avoir par le passé, mais peu connaissent vraiment tous les détails de son histoire. Donc aujourd'hui, on va en parler avec toi, Morgane. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton histoire? Oui, je vais commencer par le début parce que sur les réseaux, on me demande tout le temps mon âge. J'ai aucun problème avec ça. Mon nom, vous le savez, je m'appelle Morgane Merbrand. J'ai 42 ans. Je suis née le 1er juin 1983 pour les Suisses, à Annecy, en France. Donc, je suis franco-suisse, de maman suisse-allemande et de papa français, avec des origines russes de ma grand-mère. Donc, voilà, juste pour la petite présentation pour tout ce qu'on ne saurait pas. Effectivement, beaucoup de personnes connaissent mon histoire via la tragédie de mon fils, où je vais un petit peu plus développer aujourd'hui. J'ai écrit un livre, Les combats d'une vie, que vous pouvez retrouver à la Fnac, Amazon. Voilà, vous tapez juste Les combats d'une vie, vous pouvez sans problème retrouver mon livre qui a pour seul but, c'est d'amener de la lumière. Et je dis toujours, dans toute obscurité, il y a de la lumière. Et je vous assure que ce livre, je l'ai vraiment écrit dans ce sens-là. L'idée, c'est vraiment d'éveiller les gens, que les gens comprennent que même quand on vit l'obscurité, en fait, il y a de la lumière et oui, il y a du bonheur quand même. Donc, c'est pas parce que tu vis la pire tragédie que toute ta vie, tu vas sombrer. Voilà, c'était la petite parenthèse importante, je crois, à dire. Et donc, les personnes me connaissent via donc les réseaux. On vient souvent me dire, mais moi, j'avais vu l'émission, parce que je suis passée... Alors, la toute première émission, c'était en Suisse, c'était dans 36.9, les erreurs médicales. Il y a eu toute une histoire avec Sophie Davant. C'était sur France 2, je crois, sauf erreur. Que toi, tu as vu d'ailleurs, il me semble. Je ne sais pas si j'ai vu. Par contre, j'ai le souvenir... En fait, c'est fou parce que ma mère regardait beaucoup cette émission. Et je peux pas dire que je t'ai vu, mais dans ma tête, je t'ai vu. C'est bizarre à dire ça, j'étais encore un gamin. Donc, c'est bien, ça me rajeunit vachement, merci. Mais dans mes souvenirs, en fait, tu sais, ma maman, quand elle faisait le ménage, elle mettait une émission comme celle-ci. Et c'est vrai que je pense que je ziotais de temps en temps et ton histoire a dû me marquer. Mais je mettais pas un nom sur qui tu étais vraiment. Tu vois, je regardais ces histoires avec toutes les histoires qu'il y avait. Mais c'est vrai que du coup, par le futur, du coup, quand on s'est rencontrés et que j'ai pu un peu remettre toutes les pièces du puzzle ensemble, et ben en fait, ça m'a fait tilter que je t'avais vu à la télé à ce moment-là. Ouais, alors que toi, tu étais persuadée de m'avoir vu dans le magazine Muscle et Fitness en premier. Alors, pas en premier, non. J'étais persuadé de t'avoir vu aussi, parce que d'ailleurs, je l'avais acheté, ce magazine. Ouais, t'en avais parlé. On en reparlera après. Donc voilà, typiquement, même Kenny m'a connue à travers finalement mon histoire plutôt que la personne. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se souviennent de mon histoire ou qui viennent en me disant « Mais Morgane, ça fait des années que je te suis parce que j'ai suivi tout ton parcours. » À l'époque, il n'y avait que Facebook, même pour vous dire. À l'époque, il n'y avait même pas Facebook. J'avais un blog. J'avais un blog pour l'histoire de mon fils, enfin pour mon histoire du coup, et que je partageais parce que, waouh, on va pas se mentir que quand on part en enfant, on est seul en fait. On se sent hyper seul et on a besoin de partager. Et à l'époque, il n'y avait que les blogs, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et c'était une façon pour moi de survivre au début. Parce qu'au début, on va pas se mentir, hein, tout s'arrête, tout s'éteint. Et du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai eu 5 grossesses. J'ai porté 4 enfants.
à terme. Il me reste 3 enfants. J'ai une fille de 20 ans en 2005, mon fils Diego qui aurait eu 18 ans cette année 2007, Noémie 2008 et 17 ans du coup, et Roméo 2013. Donc voilà, j'ai donné la vie à 4 enfants. J'ai perdu mon fils Diego, il est né le 22 juin 2007, il est décédé le 27 juillet 2007, soit 5 semaines pile poil, jour pour jour, de sa naissance. Ça a été une grossesse normale. Il y avait un retour de croissance. Du coup, on a dû forcer l'accouchement parce que il s'alimentait plus via le cordon ombilical. Mais il n'y avait pas de vraie raison médicale, de souci ou quoi que ce soit à ce moment-là, en tous les cas. Il est né en pleine santé. Il fallait juste que je lui donne à manger toutes les 2 heures. À ce moment-là, moi, j'avais 24 ans. Je vais essayer d'expliquer cette histoire sans trop aller dans les détails. Les détails, vous les aurez vraiment complètement dans le livre, tout simplement parce que aujourd'hui, pour moi, c'est aussi important. Je veux bien aujourd'hui refaire ce chemin d'expliquer. C'est quelque chose qui est très douloureux. Aujourd'hui, je ne pleure plus complètement. C'est un petit peu paradoxal ce que je vais dire, mais aujourd'hui, je ne pleure pas la Morgane de 42 ans qui a perdu un enfant. Aujourd'hui, je pleure la Morgane de 24 ans qui a perdu un enfant. Ça veut dire, depuis quelques années, à chaque fois qu'on a la date précise du décès de mon fils, je pleure cette jeune fille de 24 ans qui n'avait rien demandé à personne et on lui a ôté la vie de son enfant. Et je me dissocie complètement et je me suis tellement dissociée que j'en souffre plus encore aujourd'hui. C'est assez particulier, mais moi, je suis en paix avec ce deuil. Néanmoins, il y a encore des petites choses qui me font souffrir, voilà, qui sont un peu plus personnelles. Donc, je vais vous expliquer sans aller trop dans du détail parce qu'aujourd'hui, j'ai bien avancé. Il y a eu un homicide par négligence qui a été reconnu. Il y a eu plein de choses qui ont été faites grâce à ce combat. Pas grâce à son décès. Néanmoins, c'est parce qu'il y a eu ce décès que ça fait aussi évoluer les choses. Donc vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup appris à l'âge de 24 ans. Je pense qu'au niveau état d'esprit, j'en avais plus de 60, en toute honnêteté, parce que j'ai jamais eu de haine malgré tout le drame que j'ai pu vivre. J'ai un petit garçon donc, qui est né en excellente santé à l'âge de sa naissance. D'où la perturbation, je suis vraiment désolée. Oh mon Dieu. J'ai mon petit garçon qui est né le 22 juin. C'est quand je suis bouleversée, ça part dans tous les sens. Donc, désolée pour ça. Il est né là, en pleine santé, retard de croissance. Il fallait juste le nourrir un petit peu plus. Les premières semaines se passent assez bien. Même bien, on va dire. Il prend bien du poids. Tout se passe bien, je l'allaitais. Et au bout de 3 semaines de vie, il commence à avoir un rhume. Et ce rhume, plus on avançait, plus il était persistant, plus les nuits étaient compliquées. Et à l'époque, j'étais avec le papa de mes enfants, du coup, David. Et je lui disais, c'est bizarre, ce rhume m'inquiète. Et puis il me disait, mais pourquoi ça t'inquiète? Sachant que c'était mon 2e enfant, donc c'était pas mon premier enfant. Il dormait dans la chambre à côté de nous. Et j'avais du mal à capter sa respiration la nuit. C'était très étrange. Et ça m'inquiétait. Et je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que à ce moment-là, je n'avais pas cette conscience que j'ai aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est ce que je ressentais, c'est qu'il y a quelque chose qui présumait, quelque chose qui m'inquiétait. Du coup, je suis allée voir plusieurs pédiatres. Les pédiatres m'ont tous dit la même chose, c'est l'été, il ne faut pas vous inquiéter, ça arrive souvent, tout va bien. Ok, bon, 1, 2 pédiatres, 3e pédiatre. Là, je commence un peu plus à m'inquiéter parce que carrément, j'ai l'impression qu'il arrête de respirer la nuit, mais pas la journée. Aucun problème la journée. Bon, je vais voir le pédiatre, on lui fait un frottis, le frottis est négatif, on me rassure, tout va bien. Ok. Et pourtant, moi, je suis toujours pas rassurée. On a été à la piscine la journée et il a beaucoup, beaucoup dormi cette journée. Et ce jour-là, j'ai dit à David, écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que tant pis, je vais aller aux urgences. Donc, j'avais déjà anticipé d'aller à l'hôpital.
parce que j'étais inquiète. J'étais inquiète. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que le lendemain matin, quand la nuit, elle était catastrophique. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous chez mon gynécologue pour le retour de couche. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée par les urgences en disant que l'état de mon fils m'inquiétait. Et que du coup, moi, j'aimerais bien voir au moins un pédiatre, quelqu'un qui puisse le voir. Donc, ça aurait fait quatre pédiatres différents. Pour vous dire que on aurait pu vraiment me prendre pour une parano. Et en fait, les urgences étaient blindées. À cette époque-là, il n'y avait pas d'urgence pédiatrique, bien évidemment. Et la personne infirmière très gentille, elle m'a dit oui, mais alors là, vous allez attendre des heures parce que déjà, votre enfant n'a pas de fièvre et il n'y a pas de signe vraiment inquiétant à qu'on doit le voir en urgence. Ce qui était techniquement pas faux. Du coup, cette journée-là, on a passé la journée à la piscine avec ma fille, avec Inès, la grande. Et c'est vrai qu'il a énormément dormi. Et il était quand même pas comme d'habitude. Et on sent notre enfant. On sent. Et pas que notre enfant, mais là, en l'occurrence, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Du coup, je rentre à la maison, je dis à David, écoute, il va pas bien. Et c'est bizarre. Puis là, il commence à éternuer, des sécrétions nasales jaunâtres, verdâtres. 24 ans, je n'étais pas du tout dans le médical, je connaissais rien, mais il y a quelque chose qui me disait, c'est pas bon. Et là, j'ai dit à David, écoute, je vais quand même retourner aux urgences. Et tant pis si je reste des heures à attendre. Mais là, je ne voulais plus passer une seule nuit comme celle que j'avais passée auparavant. Donc, il devait être 20 heures. Je me dirige à l'hôpital avec Diego. Et quand j'arrive, on me demande d'aller aux admissions. Les admissions, il y avait moins de monde, donc je me dis, ok, c'est bien. Et la personne me dit la même chose aux admissions. Vous savez, si votre enfant n'a pas de fièvre, vous n'allez pas du tout être prioritaire. Donc là, à ce moment-là, il était à la veille de ses 5 semaines de vie. Effectivement, il n'avait pas de fièvre. Eh ben, il a fallu le temps qu'elle aille faire une photocopie de ma carte d'identité et de ma carte d'assurance qu'il était brûlant. Vraiment, ça a été waouh. Et là, d'un coup, il y a tout le monde qui arrivait très vite. Et là, ça a commencé à aller dans tous les sens. On commence à me demander de le déshabiller. Il commence à vomir, diarrhée, peau marbrée. Tout ça en l'espace de la demi-heure. En tout cas, je dis toujours que dans ce deuil, j'ai vraiment été accompagnée. Parce que je ne pouvais pas être au meilleur endroit que là, au moment où tout finalement a explosé. Moi, ce que j'avais avant, c'était un ressenti, mais personne ne me prenait au sérieux parce qu'il n'y avait pas de raison clinique de le garder avant ça. Et je suis arrivée à ce moment-là, finalement, au meilleur moment, pas pour le sauver, mais pour me préserver. Et c'est bizarre ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Il a été totalement... si moi, je me pose des questions, est-ce que j'aurais pu faire autrement ? Non. Non, je peux tourner dans tous les sens. Mon rôle de maman, je ne pouvais pas faire plus que ce que j'avais fait. Et j'ai été au meilleur endroit, au meilleur moment finalement, vu que tout est arrivé là-bas. Donc là, ça commence à aller dans tous les sens. On va faire une radio du thorax, tac, tac, tac. OK. Et là, on m'apprend une nouvelle. On me dit, je suis désolée, ça ne va pas être une bonne nouvelle pour vous, mais on doit le garder. J'ai dit, mais vous rigolez, c'est la meilleure nouvelle depuis 3 semaines, je crois qu'on me donne, parce que mon fils, ça fait quand même des semaines qu'il ne va pas bien et qu'il a un rhume. Donc, je vais essayer d'aller plus vite, parce que sinon, ça va être très, très long. Du coup, ça s'active. On décide de garder Diego. Impossible de lui faire une prise de sang. On ne trouve pas ses veines. Ils lui ont fait une prise de sang capillaire. Donc, c'est une prise de sang au niveau du talon du pied. Ils n'ont pas réussi non plus à le perfuser. Il y a eu pas mal de choses. Il a eu la peau marbrée qui sont devenus des boutons. Les boutons, je voyais bien que cette jeune assistante, elle restait longtemps sur ses boutons, mais elle est restée vraiment longtemps. Mais elle a dit que c'était tout bon. Donc, moi, je me suis dit que c'était tout bon. En fait, on m'a surtout dit qu'on nous gardait en observation, mais qu'il n'y avait rien d'inquiétant. Donc, il n'était pas perfusé. Il n'y avait pas de diagnostic posé. On restait en observation. Donc, tout ça, voilà, il y a le papa qui arrive, il y a même ma maman. On explique tout ça. Donc, eux, ils repartent en se disant, voilà, il est à l'hôpital, il ne peut pas être mieux que là où il est. Donc, voilà, je reviens vous chercher demain. OK, sauf que dans la nuit, mon fils, je le sens vraiment pas du tout bien. Et je lui donnais le sein et en fait, il était dans un état apathique. Il tétait, mais en même temps,
il tombait. Il était stone. Et j'ai dérangé. Je dis bien dérangé parce que c'est vraiment le sentiment qu'on m'a donné. J'ai dérangé 2 fois l'infirmière pour lui dire, mais écoutez, moi j'ai l'impression qu'il est dans un état stone. Je le trouve pas... il est pas comme d'habitude. Et elle me dit, oui, mais bon, avec tout ce qu'on lui a fait subir, essayer de le perfuser, on n'a pas réussi. Puis d'ailleurs, il avait hurlé. J'évite de penser à ces moments-là, mais c'est vrai que c'était très dur. Et elle me dit, c'est normal, il est dans un état un peu apathique, mais parce que voilà, il a quand même... il avait une fièvre très haute. Et puis, mais tout va bien aller. Donc, on lui met la machine de tachycardie, on avance, la nuit avance. Et moi, j'arrive pas à dormir. Et la machine à tachycardie qui arrive, le bip qui arrête pas de faire qui bip tout le temps. Et du coup, je rappelle. Je rappelle parce que je sens qu'il va pas bien. Et je dis à l'infirmière, mais écoutez, ça va pas. Puis elle me dit, mais pourquoi vous dites que ça va pas? Puis je dis, ben, il y a le bip là qui arrête pas de sonner. C'est quoi ce bip? Puis elle me dit, mais c'est parce qu'il a le cœur qui palpite un peu, mais c'est pas grave. Je dis, mais en fait, vous me dites que ça va bien, mais je vois bien qu'il va pas bien. Et elle me dit, bah, il va pas bien parce qu'il est malade, c'est normal. Et puis, vous feriez quoi, vous, à ma place, à 24 ans, quand on vous rassure comme ça, à multiples raisons? Enfin, moi, quand je me repose les questions, je me dis, ben, j'aurais pas pu faire mieux, en fait. Et à partir de là, ben, je m'endors. Parce que ça faisait des nuits que je dormais pas, que j'étais tout le temps sur le qui-vive en train de contrôler comment il allait. Et puis, ben, je la rappelle. Parce que ben, je sens que ça va pas. Et là, bon, ben, elle hurle dessus. Vous n'êtes pas seul ici. Vous vous rendez compte, si tout le monde faisait comme vous, on s'en sortirait pas. Je dis, ok, bon, là, je suis vraiment un peu... J'exagère, je pense, et il faut que je stoppe. Donc, j'arrête. Donc, du coup, ben, je m'endors. Ce qui me réveille, c'est ça. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et en fait, c'est l'infirmière qui tape sur la machine de tachycardie parce que le rythme cardiaque est beaucoup trop bas. Qu'est-ce que je fais? Donc, mon fils était vraiment collé à mon lit. Du coup, je switch de mon endroit et je me mets sur lui, à 4 pattes sur lui. Et là, il ouvre les yeux. Et ce que j'ai ressenti, c'est un « au revoir, maman ». Je pars. C'est la dernière fois que j'ai pu regarder mon fils dans les yeux. Et à ce moment-là, il était en septicémie. Donc, il était réellement en train de mourir. Et je dis à l'infirmière, mais vous voyez pas qu'il est en train de partir? Et elle me dit, non, mais vous inquiétez pas, ces machines, elles déconnent tout le temps. Donc, elle était à 100 000. Elle n'était pas du tout là où moi j'étais. Moi, mon fils, je l'ai ressenti tout le temps, depuis le début. Je savais que ça allait pas depuis le début. Et j'ai alarmé et on m'a pas écoutée. Et à partir de là, elle prend Diego, elle l'amène en salle de réanimation. Et là, le monde s'arrête. Pour moi, le monde s'arrête complètement. Il se passe... c'est vide. Il n'y a plus rien. J'arrive dans la salle de réanimation, on me demande de partir parce que les gestes sont très douloureux à voir. Et moi, je dis juste, bien sûr, je vous laisse travailler, je veux juste que vous le sauviez. En fait, il faut le sauver, c'est tout ce que je vous demande, sauvez-le. Je retourne dans la chambre, sachant que David, le papa, attendait cet appel pour qu'il vienne me chercher, enfin nous chercher. Et là, il me dit, dis-moi vite parce que je suis en train de partir. Et je lui dis, David, je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir encore en vie. Il n'y croit pas, parce qu'il ne comprend pas. Lui, il n'a pas vécu la nuit. Et en fait, c'est impensable. C'est impensable ce qui est en train d'arriver. J'ai amené mon fils pour un rhume. Et c'est l'impensable. En fait, on peut pas imaginer à ce moment-là qu'on nous annonce que notre enfant il est en train de mourir. Moi, je l'ai vécu, donc moi, j'ai eu le cheminement, mais lui pas. Et à partir de là, tout va très vite. Tout va très vite. David arrive. On voit qu'il y a le CHUV, donc l'hôpital universitaire de coup qui vient. On nous dit qu'on va le transférer en hélicoptère. On nous annonce... le médecin vient la tête en bas. Donc déjà, on se dit, waouh, c'est pas bon. Il nous dit que notre fils a fait 2 arrêts cardiaques, que l'intubation s'est très très mal passée. Ils se sont trompés de direction. C'est pas évident d'intuber un petit de 5 semaines. Donc je lance la pierre à personne, bien évidemment. Mais que là, aujourd'hui, on ne garantit pas du tout sa survie. Donc, on va le transférer.
Ils ont essayé de le stabiliser pendant 1 heure, impossible. Donc, ils n'ont pas pu le transférer en hélicoptère, ils l'ont transféré en ambulance. Après coup, je comprends bien que ce geste, ils l'ont fait pour nous et pas pour le sauver, parce que je pense que c'était déjà foutu, si on peut dire ça comme ça. Et au final, quand on arrive au CHUV, David, je me rappellerai toujours. C'est quelqu'un de très fort, de très... ouais, c'est quelqu'un qui pleure pas, c'est quelqu'un de très dur, il n'exprime pas ses émotions. Et quand on arrive au CHUV, la doctoresse, soins pédiatriques, soins intensifs en pédiatrie, nous a demandé de nous asseoir. Et David s'est levé et a dit « Non, on m'a toujours dit, quand il y a de l'espoir, il y a de la vie. » Et là, elle lui a dit « Asseyez-vous, monsieur. Le minimum espéré, il est bien en dessous. Votre fils est en train de s'éteindre. » Et à partir de là, j'ai pris mon fils dans les bras. Il avait donc encore tout le respiratoire, tout le reste. J'ai demandé de tout arrêter. Et puis, je lui ai dit de se laisser aller avec les petits anges et qu'il avait fait probablement la mission qu'il devait faire sur cette terre et que c'est pour ça qu'il devait partir. Non, je n'ai pas pensé à le baptiser à ce moment-là. Je le dis parce qu'on me l'a sorti à plusieurs reprises. Néanmoins, ce qui m'a transmis à ce moment-là, c'est inexplicable. Inexplicable. Je lui ai donné la vie et je l'ai accompagné dans la mort. Mais son énergie, elle véhicule en moi depuis toutes ces années. Ça fait maintenant 18 ans que ma plus grande puissance, c'est lui. C'est ma plus grande force. C'est celui qui me permet de me révéler, de me réveiller et de me battre chaque jour de ma vie, aujourd'hui. Je suis beaucoup plus puissante depuis que son enveloppe charnelle a disparu. Parce que son âme, elle requiert près de moi depuis toutes ces années. Et je peux vous dire qu'il se passe des choses que je peux absolument pas en discuter ici parce que j'ai pas envie de faire polémique. Mais c'est très, très puissant. Et aujourd'hui, il faut savoir que le dossier médical de Diego, mon fils, c'est un sujet d'examen à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, les jeunes médecins peuvent étudier du coup le sujet Diego, si on peut dire comme ça, pour éviter justement que ça se reproduise pour d'autres. Entre-temps, je me suis battue aussi pour l'homicide par négligence qui a été reconnu 1 année après. Donc, il y a l'erreur médicale qui a été reconnue. Et aujourd'hui, en Suisse, dans tous les hôpitaux cantonaux, il y a des urgences pédiatriques. Donc, je peux vous dire qu'en 5 semaines de vie, Diego a fait évoluer le monde peut-être bien plus que des personnes qui vivent une centaine d'années ou 80 ans. Et je pense vraiment que c'était la mission, notre mission de vie à tous les deux, finalement. Donc, désolée, c'était un peu long, mais voilà ce que Morgane a vécu quand on dit « Ah, mais elle a perdu un enfant, mais il a eu quoi ?» Voilà, mon fils a eu diagnostic 3 semaines plus tard, méningococcémie, il a eu une méningite foudroyante. Donc, j'avais raison, presque 3 semaines auparavant. Il y avait ce rhume. Ce rhume, c'était quelque chose de viral, donc pas grave si on veut bien. Mais quand un petit naît comme ça, en plus vulnérable avec un retard de croissance, il est beaucoup plus vulnérable qu'un autre. Il a donc eu ce virus qui était un rhume dans un premier temps. Une bactérie est venue se nicher dans le virus. Et la méningococcémie peut tuer en 12 heures. Donc, tout ce que j'ai ressenti depuis le début était authentique. Et c'est pour ça que je dis toujours, moi, aujourd'hui, je fonctionne que au ressenti, que à l'instinctif. Je suis quelqu'un vraiment de complètement une sphère autre que juste écouter ce qu'on va me dire. Je vais entendre, mais je vais jamais écouter. Je vais toujours ressentir. Et c'est pour ça que j'arrive aujourd'hui à capter beaucoup de choses. Peut-être bien différemment que si j'avais été une grande studieuse ou avec plein d'études à la clé, je fonctionne qu'à l'instinct. Et je crois qu'aujourd'hui, et toi, je pense que je pense que tu l'as vu à plusieurs reprises, je pense que c'est ma plus grande force, c'est justement ma connexion. Je confirme. Voilà pour l'histoire de Morgane, en tout cas de ce qui est de qui je suis, d'où je viens. Voilà, je suis une maman depuis l'âge de 24 ans. Après, il m'est arrivé d'autres choses, dont le cancer et un accident, mais c'est tellement futile par rapport à ce que j'ai vécu, même si c'est futile, mais attention, c'est pas pour rien. Ça a été nécessaire. Mais c'est rien. Honnêtement, c'est rien. Donc, imaginez la vie quand on vit de telles choses, comme la vie devient futile. Aujourd'hui, j'ai un état d'esprit où je vis ma meilleure vie.
Aujourd'hui, je suis dans un jeu vidéo et mon but, c'est juste d'être heureuse. Et puis, si je peux rendre les autres heureux, c'est génial. Mais je rendrai les autres heureux uniquement si moi, je suis complètement remplie. Si je ne suis pas totalement satisfaite ou totalement remplie, je ne pourrai pas parvenir à vous aider. Mais aujourd'hui, je le suis totalement et je pense que ça se voit. Je suis complètement épanouie, je suis complètement heureuse. Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vis le game. Je vis le game. Pique ma phrase. Je pense pas que je pique ta phrase, je pense juste que je l'ai dite et que toi, tu m'as dit que tu l'avais tatouée. Toi, tu l'as dit, mais moi, je l'ai tatoué. Ouais, mais moi, je le savais pas. Mais voilà mon parcours, mon histoire qui a été très médiatisée. Elle n'a pas été médiatisée pour qu'on entende que Morgane a souffert, parce que ça, on s'en fout, hein, on va pas se mentir. Elle a été très médiatisée, je pense, plus par la façon dont je l'ai fait. Je n'ai jamais incriminé qui que ce soit. J'ai toujours été dans de la sagesse. Je suis consciente que le service médical, c'est un service qui est là, qui a fait des études pour sauver des vies. C'est pas des meurtriers. Et on me disait toujours, mais Morgane, comment tu fais? Moi, j'aurais mis une bombe à l'hôpital. Ok, mais ça sera quoi? Et en fait, quand j'ai perdu mon fils, il y a une phrase qui me revenait toujours en tête, c'est tout ce que tu vas faire dans ta vie, il faut que ce soit constructif. Si tu fais les choses par haine ou par méchanceté, ça t'apportera rien du tout. Fais toujours les choses avec sagesse, avec bienveillance, avec accompagnement, parce que tu verras que la vie te sourira. Et c'est comme ça aujourd'hui que je fonctionne. C'est mon mindset. Mon mindset, c'est la lumière. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Les combats d'une vie, pour que les gens comprennent qu'on peut vraiment vivre les pires tragédies et quand même continuer à sourire et à être heureuse. Donc, je vous souhaite à tous vraiment d'aller puiser dans cette lumière, parce que même dans la plus grande obscurité, même dans le noir total, si vous allez chercher, il y a toujours un rayon de lumière. Allez lire son livre, parce que moi, je peux le dire, en 6 ans de relation maintenant, je pense que j'ai pris 20 ans de maturité grâce à toi. Ouais. Merci. Mais Je ne m'attendais pas à ça. Bah, c'est vrai. Tu m'as beaucoup assagi, on va dire. On est très différents avec Kenny, on est très complémentaires. Mais c'est vrai qu'on est... Moi, mon point fort, c'est tout ce que je viens de vous dire au final. Et le point fort de Kenny, c'est qu'il est très carré, il apprend très vite, il est très studieux. Il est tout ce que moi, je ne suis pas, en fait. Et au final, les deux ensemble, ça fait une vraie alchimie et une vraie cohérence de travail et d'accomplissement. Et on va quand même dans la même direction. Pour moi, on peut conclure l'histoire Morgane ici. Je pense que c'est une des dernières fois où je raconterai mon histoire. Je sens que j'avais aucun mal pendant les 10 premières années à raconter cette histoire. Je pleurais jamais. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai plus envie. J'ai plus envie de radoter cette douleur, parce que néanmoins, à chaque fois que j'en parle, bien évidemment, comme vous avez pu le constater, ça réveille la Morgane de 24 ans qui venait de perdre son enfant. C'est douloureux, c'est plus nécessaire aujourd'hui parce que le combat, il est fait. Néanmoins, je pense que c'était bien que je le fasse encore une fois, parce que c'est notre chaîne, et de savoir qui est Morgane, d'où je viens, et peut-être parler un peu plus de spiritualité, parce que je suis complètement spirituelle, et ça, on n'en parle pas trop, j'en parle très peu encore. Peut-être que ça viendra dans des choses à venir où je vous parlerai plus de phénomènes qui ont pu arriver, ma clairvoyance. Il y en a qui appelleraient ça des dons. Pour moi, on a tous le même don. C'est juste que moi, je me suis éveillée. Mais voilà, des choses qui ont pu se passer même avec Kenny, où je te prévenais de certaines choses. Et il avait beau me dire non, au final, il me dit c'est fou, c'est dingue. Si Morgane vous dit de vous méfier d'une personne, méfiez-vous de cette personne. Voilà, merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Merci à toi de nous avoir raconté un peu cette histoire. C'est en toute authenticité, justement, que je tenais à le faire. Merci beaucoup.